Ces dernières décennies, nous pouvons constater des évolutions importantes de l'école en France. Nous sommes passés d'une école commune à une école pour tous. Et c'est par des réformes institutionnelles que des modifications pédagogiques, administratives et structurelles ont été opérées. Lois, décrets, circulaires et notes de service ont concerné près de 15 millions d'élèves et 1 million de personnels. Voici un tour d'horizon de ces textes qui ont contribué à faire évoluer le système éducatif ces dernières années. D'abord en 1975, la réforme Abi, qui marque l'aboutissement d'un processus d'unification et de démocratisation par l'instauration du collège unique. La loi du 11 juillet 1975 du ministre René Abi tend à unifier les structures administratives du premier cycle en supprimant la distinction entre CES et CEG, qui deviennent tous des collèges. Cette réforme unifie les structures pédagogiques en mettant fin à l'organisation de la scolarité en filières, les sections devenant indifférenciées. La répartition des élèves dans les classes s'effectue sans distinction. L'hétérogénéité est établie, les actions de soutien et les activités d'approfondissement sont organisées, le diplôme national du brevet des collèges sanctionne la formation. Le brevet est obtenu soit à la suite d'un examen, soit au vu des seuls résultats scolaires du candidat. L'idée de la réforme est d'orienter les élèves en fonction de leurs aptitudes en fin de troisième vers l'enseignement général, technique ou professionnel. Cependant, il subsistait en fin de cinquième une orientation, en particulier vers des classes de préparation au CAP, afin de rendre possible de trouver une place aux élèves qui rencontraient des difficultés à réussir et que l'école refusait. Cependant, le collège unique est vite confronté à des difficultés persistantes, parmi lesquelles les conséquences de la massification de l'enseignement depuis les années 1960 et l'hétérogénéité des publics scolaires selon le niveau et l'origine sociale entraînent des difficultés de gestion et d'adaptation à ces nouveaux élèves. La réforme Abi ne parvient pas à créer un véritable parcours unique. L'accès généralisé en classe de troisième n'avait pas vocation à gommer la diversité des élèves à laquelle une certaine diversité de l'offre de formation doit répondre. En 1982, le ministre Alain Savary envisage une rénovation du collège unique. Face à l'insatisfaction générale concernant le fonctionnement du collège, Alain Savary recherche les voies nouvelles d'une démocratisation pour lutter contre les échecs scolaires et répondre aux nouvelles exigences sociales d'élévation du niveau de culture et de qualification professionnelle de la nation. Le projet, inspiré du rapport Legrand, est accueilli comme une nouvelle grande réforme. Il retient les idées d'aménager, dans les classes de 6e et 5e, des temps de travail en groupe d'élèves de niveau hétérogène et des temps en groupe de même niveau, d'adapter les programmes nationaux à la diversité des publics et des situations locales, de favoriser les activités d'expression et de production technique, de renforcer les liens entre l'élémentaire et le secondaire afin de faciliter le passage en 6e, de favoriser l'autonomie des établissements pour prendre en compte la diversité des situations locales et transformer la vie des collèges en donnant des pouvoirs et des responsabilités aux partenaires, de mettre en place un tutorat destiné à aider les élèves dans leur travail et leur vie scolaire, de transformer les fonctions et les services des enseignants. L'attention a été portée au travail en équipe pédagogique et pluridisciplinaire et à l'élaboration de projets éducatifs. L'application de la réforme s'est faite sur la base du volontariat des établissements, ce qui en a réduit sa diffusion. La loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, dite loi Jospin, va modifier le fonctionnement du système éducatif. Elle se compose principalement de l'article 1er, qui place l'éducation comme priorité nationale. 6 titres constituent le corps de la loi: la vie scolaire et universitaire, les personnels, les établissements d'enseignement, les organismes consultatifs, l'évaluation du système éducatif. La loi est accompagnée en annexe d'un rapport d'orientation. Une partie de ce texte précise des modifications du fonctionnement du système. L'article 1er a valeur de programme pour le système éducatif tout entier et souligne que l'élève ou l'étudiant doit être un acteur de sa propre orientation et non la subir. Cette loi conforte l'existence d'une communauté éducative déjà affirmée par la loi Abi et insiste sur la nécessité d'intégration des élèves et étudiants porteurs d'un handicap. Parmi les objectifs de cette disposition législative figure celui de conduire l'ensemble d'une classe d'âge au niveau du certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, ou au brevet d'études professionnelles, le BEP, et 80% de la même classe d'âge au baccalauréat. La scolarité est organisée en cycles, 3 pour le primaire, 3 pour le collège, et des cycles au lycée selon les filières.
Un conseil national des programmes va donner des avis sur les programmes scolaires. La formation des enseignants est assurée par des instituts universitaires de formation des maîtres, les IUFM, qui visent à assurer une formation et une culture professionnelle commune à tous les enseignants du primaire et du secondaire. Les écoles, collèges et lycées sont tenus d'élaborer et d'appliquer un projet d'établissement qui détaille la mise en œuvre des objectifs nationaux et les adapte à la situation locale. La loi précise le statut des GRETA qui deviennent des groupements d'intérêt public. Pour François Bayrou, ministre de l'Éducation nationale de 1993 à 1997, le problème n'est pas que le collège soit unique, mais uniforme, donc injuste. La réforme du collège qu'il met alors en place est le fruit de multiples réflexions et aboutit au nouveau contrat pour l'école. Différentes mesures sont mises en place. Le collège est réorganisé en 3 cycles. Le cycle d'observation en 6e, le cycle central en 5e, 4e et le cycle d'orientation en 3e. Des parcours différenciés sont déployés pour les élèves en difficulté et des études dirigées sont instaurées en 6e et 5e. Les enseignements sont prévus en effectifs allégés et les élèves ont la possibilité de choisir l'enseignement du latin en option dès la 5e. De nouveaux programmes sont instaurés en 6e dès la rentrée 1996. Ceux des classes de 5e, 4e et 3e sont publiés en janvier 1997 et constituent le point final de la réforme de François Bayrou. Comme souvent lors de l'application de réformes, un rapport de l'inspection générale datant de mai 1997 fait état de difficultés d'application. Claude Allègre, ministre de 1997 à 2000, succède à François Bayrou avec comme ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire Ségolène Royal. En décembre 1998, la réforme des collèges s'appuie sur les conclusions du rapport du sociologue François Dubet. Ce rapport est favorable au maintien du collège pour tous, réaffirme son rôle d'une école qui intègre le principe de l'hétérogénéité des classes et refuse une orientation précoce. Le 25 mai 1999, Ségolène Royal présente sa réforme, organisée autour de 3 objectifs que sont la prise en compte de la diversité des élèves par des mesures centrées sur l'articulation primaire-secondaire et les classes de 6e et 5e, avec un dépistage des difficultés des élèves en début de CM2, une remise à niveau à l'aide d'heures de soutien, un renforcement des études dirigées en 6e et 5e, la diversification des méthodes d'enseignement en favorisant la pluridisciplinarité et en créant des travaux croisés en 4e. L'amélioration de la vie de la maison-collège par l'instauration d'une heure de vie de classe tous les 15 jours qui donnera lieu à l'élaboration d'une charte des droits et devoirs du collégien. Parallèlement, il est maintenu l'enseignement de l'éducation civique au collège et est créée une épreuve au brevet. En 2005, le ministre François Fillon fait voter la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école qui met en œuvre des priorités pour élever le niveau de formation des jeunes Français avec les objectifs de faire réussir tous les élèves, d'améliorer l'enseignement des langues, de mieux garantir l'égalité des chances et de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et l'emploi. La loi engage la modernisation de l'éducation nationale selon 3 axes. Faire respecter les valeurs de la République, revoir l'organisation des établissements et les enseignements, et mieux gérer le système éducatif. Cette loi a pour ambition de répondre aux évolutions de la société française et de l'école depuis ces 15 dernières années. C'est la raison pour laquelle la nation fixe au système éducatif que 100% des élèves aient acquis, au terme de leur scolarité obligatoire, un diplôme et une qualification reconnus, que 80% d'une classe d'âge accède au niveau du baccalauréat et conduire 50% de l'ensemble d'une classe d'âge à un diplôme de l'enseignement supérieur. Cette école se veut soutenir les plus faibles tout en encourageant les meilleurs à se dépasser. La scolarité obligatoire concernant les élèves de 6 à 16 ans correspond aux études poursuivies à l'école élémentaire et au collège. Elle garantit l'acquisition d'un socle commun des connaissances et des compétences indispensables à chaque élève. Le Haut Conseil de l'éducation est créé pour donner son avis au gouvernement sur les connaissances et les compétences qui doivent être maîtrisées à l'issue de la scolarité obligatoire. L'acquisition du socle commun fait l'objet, à chaque étape du cursus scolaire, d'une évaluation qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité. Le diplôme national du brevet valide la formation acquise à l'issue du collège. Les élèves qui connaissent des difficultés graves et durables continuent à bénéficier des structures d'enseignement adaptées. Ils y sont admis après concertation avec la famille et l'avis d'une commission départementale spécialisée. Un effort exceptionnel est réalisé au profit des élèves boursiers ayant manifesté par leur travail une volonté de progresser et de réussir.
Les bourses au mérite du second degré complètent les bourses sur critères sociaux et permettent aux élèves de poursuivre leurs études dans des conditions plus favorables. Les zones d'éducation prioritaire continuent à contribuer fortement à résoudre les difficultés individuelles. Enfin, l'école doit garantir les conditions de l'égalité des droits et des chances aux élèves handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap. Le choix de scolarité doit être adapté dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation qui garantit la cohérence des actions pédagogiques. Luc Châtel, ministre de 2009 à 2012, reprend le dossier de la réforme du lycée en s'inspirant largement du rapport Descoings. Ses objectifs sont la réduction des inégalités, de mieux préparer les lycéens à l'enseignement supérieur, de les associer davantage à la vie de leur lycée et de passer d'une orientation subie à une orientation choisie et réversible. Une série de mesures est mise en place, parmi lesquelles l'instauration de stages passerelles et de remise à niveau pendant les vacances scolaires, une classe de première plus générale, du tutorat et un accompagnement personnalisé. Plusieurs dispositifs sont aussi mis en place au cours du quinquennat. Les internats d'excellence, les établissements de réinsertion scolaire, le programme Éclair, école, collège et lycée pour l'ambition, l'innovation et la réussite, ou encore le programme Cours le matin, sport l'après-midi. En 2013, le ministre Vincent Peillon présente la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'école de la République. C'est à présent dans les classes que se joue la refondation. Les fondements d'une école juste, exigeante et inclusive sont posés et le texte crée les conditions de l'élévation du niveau de tous les élèves et de la réduction des inégalités. C'est sur le premier degré que se concentreront les efforts avec la scolarisation des moins de 3 ans et des dispositifs innovants comme plus de maîtres que de classes dans les secteurs les plus difficiles, mais aussi grâce à l'introduction d'une langue vivante obligatoire dès le CP et à la redéfinition des missions de l'école maternelle et au renforcement des liens avec le collège. La loi instaure également les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, les ESPÉ, qui seront chargées de la formation des enseignants et de l'ensemble des professionnels de l'éducation. Elle crée le service public du numérique éducatif qui mettra en ligne des ressources pédagogiques et des logiciels au service des enseignants, des élèves et de leurs parents. C'est l'entrée de l'école dans l'ère du numérique. Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires au primaire et avec les projets éducatifs territoriaux, la loi met la concertation locale au cœur de la question éducative avec l'élaboration des projets prenant en compte la globalité des temps de l'enfant, temps scolaire, périscolaire, extrascolaire notamment. Ces projets éducatifs sont à l'initiative de la collectivité territoriale compétente à partir de l'inventaire de toutes les ressources locales afin d'assurer la meilleure complémentarité des temps éducatifs locaux dans une démarche partenariale d'éducation. La mise en place d'activités pédagogiques complémentaires, appelées APC, permet de créer des temps individualisés d'accompagnement pour répondre aux besoins spécifiques et mieux adapter l'enseignement à la diversité des élèves. L'objectif de la réforme des rythmes scolaires est de rééquilibrer la semaine scolaire pour rendre l'aménagement horaire conforme aux capacités d'apprentissage des élèves. Ainsi, la journée de classe est raccourcie en moyenne de 45 minutes et le nombre annuel de jours d'école passe de 144 à 180. Le rapprochant donc de la moyenne actuelle dans les pays de l'OCDE qui est de 187. Les 24 heures hebdomadaires d'enseignement sont réparties sur 5 jours. Le samedi matin peut, dans certains cas, sur dérogation, remplacer le mercredi matin. Enfin, les enseignants pourront faire connaître à tous les élèves les valeurs de la République dans une notion du vivre ensemble. La réforme du collège souhaitée par la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem entre 2014 et 2017 entre en vigueur de la 6e à la 3e à la rentrée 2016. Elle est baptisée « Mieux apprendre pour mieux réussir ». Il s'agit de redéfinir les compétences du socle commun et le contenu des programmes pour les rendre plus lisibles, plus progressifs et plus cohérents. 3 domaines fondamentaux sont plus principalement concernés, le français, les mathématiques et l'histoire, et de consacrer aussi 20% du temps de cours à de nouvelles modalités pédagogiques. Pratique d'enseignement pluridisciplinaire pour renforcer le sens des apprentissages et engager les élèves dans des démarches collectives, l'accompagnement personnalisé appelé l'AP ou encore le travail en petits groupes. De nouveaux programmes pour l'école élémentaire entrent en vigueur à la rentrée 2016, tandis que ceux de l'école maternelle sont effectifs déjà depuis la rentrée 2015. Nommé ministre de l'Éducation nationale en mai 2017, Jean-Michel Blanquer souhaite rétablir l'école de la confiance qu'il définit comme un état d'esprit. Confiance déclarée dans le personnel, les parents et les élèves avec pour objectif final d'arriver en la confiance des élèves en eux-mêmes. La loi proposée a pour ambition une meilleure maîtrise des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter et respecter autrui, ainsi qu'un meilleur accompagnement des élèves vers leur avenir. Les lycéens disposent de davantage de temps
pour concevoir leurs projets d'orientation et les professeurs de nouveaux outils, notamment avec les évaluations en CP, CE1 et 6e. Les parents, principaux partenaires de l'école, se voient dédier le dispositif Mallette des parents, qui propose des réunions sur des sujets concernant la scolarité de leurs enfants, et un site internet. Pour l'école maternelle, dont il s'agit de faire une véritable école du langage et de l'épanouissement, la disposition la plus innovante est l'abaissement de l'obligation d'instruction à 3 ans à la rentrée 2019 pour assurer une égale scolarisation. Pour le primaire, dès 2017, le dédoublement des classes de CP en réseau d'éducation prioritaire est amorcé. À la rentrée 2018, il s'étend aussi au CE1. Au collège, le dispositif gratuit Devoirs faits est initié dès novembre 2017. Les horaires sont fixés par l'établissement en dehors des heures de cours, en lien avec les parents. Le dispositif est encadré par des professeurs, des assistants d'éducation, des volontaires du service civique et vise à l'égalité. La dématérialisation des demandes de bourse de collège de l'enseignement public depuis la rentrée 2017 veut faciliter les demandes. L'augmentation des classes bilingues et européennes est prévue. À la rentrée 2018, l'utilisation du téléphone portable est interdite dans les écoles et les collèges. Pour l'orientation, le stage de 3e est réaffirmé pour tous les élèves des collèges. Le lycée connaît un bouleversement dans l'organisation des enseignements avec l'abandon des filières ES, LS et l'instauration d'un nouveau bac. Tous les élèves vont suivre un enseignement scientifique et numérique en première et en terminale. La relance des internats est faite sur le modèle des internats d'excellence, projet déjà lancé en 2018. Des heures sont consacrées à l'orientation des lycéens. Il y a volonté de faire évoluer aussi la voie professionnelle et de la rendre plus attractive. Une stratégie de remédiation est mise en place avec des activités pédagogiques complémentaires à l'école élémentaire, de l'accompagnement personnalisé au collège et au lycée et des stages de réussite durant les vacances scolaires de printemps et d'été. L'accueil des enfants en situation de handicap est une priorité. Toutes les formes de harcèlement doivent être combattues. Le principe de laïcité à l'école et celui de l'égalité entre les filles et les garçons sont affirmés comme des valeurs de l'école.